Bonsoir à tous et bienvenue dans le 18h de Public Sénat avec ce soir Marie-Laetitia Bourriez, bonsoir. Bonsoir Michel. Et plusieurs invités qui vont nous rejoindre pour commenter bien sûr l'information du jour, le plan de sauvetage bancaire détaillé par Nicolas Sarkozy à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire avec des sommes vertigineuses, jusqu'à 360 milliards d'euros pour fluidifier le système bancaire et ramener la confiance sur les marchés. Washington devrait à son tour adopter un plan de garantie interbancaire sur le modèle européen. Mais l'Europe unie fait plus que les États-Unis, a précisé tout à l'heure Nicolas Sarkozy lors de sa conférence de presse. Les marchés respirent à nouveau. À Paris, la bourse a gagné plus de 11% et Wall Street accélère sa remontée. En plein cœur de la crise, le Nobel de l'économie est attribué à l'Américain Paul Krugman, surtout connu pour ses critiques virulentes dans le New York Times contre la politique économique conduite par George Bush. Plusieurs invités donc tout à l'heure pour réagir et commenter le plan choc décliné dans toutes les capitales de la zone euro aujourd'hui, ses effets escomptés, son coût, même si Nicolas Sarkozy assure qu'il sera nul pour le contribuable. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, Nicolas Sarkozy a annoncé aujourd'hui le plan français de lutte contre la crise. 320 milliards d'euros pour garantir les prêts interbancaires et 40 milliards pour recapitaliser les banques en difficulté. L'urgence, c'est de redonner confiance à tout le secteur bancaire. Nicolas Béard revient sur une journée peut-être décisive, marquée par la tenue en urgence d'un conseil des ministres. 14h, Conseil des ministres exceptionnel pour une situation exceptionnelle. Une heure plus tard, le chef de l'État dévoile son arsenal anti-crise. La France garantira les prêts interbancaires, une garantie payante et plafonnée à 320 milliards d'euros. 40 autres milliards devraient être injectés pour recapitaliser les banques en difficulté. Au total, un coup de main de 360 milliards pour les banques françaises. Un coup de main censé ne rien coûter aux contribuables. Je veux préciser qu'il ne représente en aucun cas un coût pour le contribuable, puisqu'il s'agit d'une garantie qui ne jouera donc qu'en cas de défaillance d'un établissement. En absence de défaillance, le contribuable sera gagnant du montant des commissions encaissées sur les garanties souscrites, puisque l'État fera payer cette garantie. Ce soutien sera soumis à certaines obligations éthiques, notamment. Le chef de l'État a évoqué la question des rémunérations et de leurs dérives. 16h30, Éric Woerth sort sa calculette et tient à rassurer, le plan de soutien n'aura pas d'impact sur les finances publiques. Il n'y a pas de charge de dépenses nouvelles dans ce collectif budgétaire. Il n'y a pas d'incidence directe sur les finances publiques. Voici donc la version française du plan de sauvetage européen au secteur bancaire. Un plan européen ambitieux, plus ambitieux selon Nicolas Sarkozy que le plan Paulson. L'Europe unie, a fait plus que les États-Unis en montant engagé. Et je pense en plus que le plan que nous présentons est totalement transparent. Fin d'après-midi, Nicolas Sarkozy reçoit les chefs des groupes parlementaires le temps d'un exposé des mesures. À la sortie, l'opposition est mitigée. Je pense que de toute façon, il fallait ce genre de mesures dans la période. Est-ce que vous voterez le projet de loi relatif justement à ce plan? Laissez-nous en connaître tous les contours, laissez-nous en discuter avec nos groupes parlementaires, mais les socialistes prendront leurs responsabilités. Ça ne m'a pas convaincu parce que je voudrais savoir où on va trouver tout cet argent et quelles vont être les garanties précises pour les salaires et pour les salariés, je veux dire, pour les contribuables. Pas de temps à perdre, le projet de loi de finances rectificative sera débattu en urgence dès demain à l'Assemblée nationale et mercredi au Sénat. En tout cas, ce plan d'action européen redonne le sourire au marché. Les principales bourses européennes sont en hausse. Paris clôture à 11%, un score impressionnant. Wall Street a également démarré la journée dans le vert. En revanche, les bourses de Moscou terminent en forte chute. Wall Street, New York, eh bien nous y allons tout de suite avec Sonia Mabrouk, l'envoyée spéciale de Public Sénat aux États-Unis pour les élections à la Maison-Blanche. Bonsoir Sonia, est-ce qu'il y a déjà ce soir une réaction aux États-Unis après l'annonce du plan européen, donc détaillé dans toutes les capitales de la zone euro? Oui, bonjour Michel. Bien, écoutez, ici aux États-Unis, le plan de sauvetage à l'européenne est bien accueilli à la fois par le gouvernement et sur les marchés financiers. C'est un plan de sauvetage qui est jugé concret, avec toute une série de mesures qui traitent de toutes les dimensions de la crise. Et sur les marchés financiers, il est aussi favorablement accueilli. La bourse de New York est rassurée, elle rebondit ce matin, elle accélère sa remontée, elle est vraiment soulagée par l'intervention massive des gouvernements européens. Alors il faut savoir que le Dow Jones a gagné 4 points, le Nasdaq 5 points,
Évidemment, c'est un bon signe, ça ne s'est pas vu depuis plusieurs jours. Et puis, ici, maintenant, on attend vraiment l'application concrète de ces mesures et notamment les garanties de prêt entre les banques qui doivent fonctionner. Et puis là, le président Bush et son administration viennent d'annoncer de nouvelles mesures. Le but, bien sûr, ici, c'est de faire redémarrer le système, soutenu à la fois maintenant par le plan européen et puis le plan américain, bien sûr. Le plan américain qui pourrait donc connaître un volet similaire à celui qui a été détaillé aujourd'hui en Europe, donc avec de nouvelles garanties pour les prêts interbancaires. Une des raisons de la crise, c'est donc que les banques ne se prêtent plus d'argent entre elles. Le plan français prévoit notamment que l'État garantisse ces prêts interbancaires pour réamorcer la pompe du crédit. Explication Anne-Louise Deran. L'urgence s'attaquer à l'origine du mal, car ce sont bien les crédits interbancaires qui sont en cause dans cette crise financière. De plus en plus méfiantes entre elles, les banques ne se font plus de prêts. Du coup, les crédits aux particuliers et aux entreprises sont gelés. Cette garantie des prêts doit donc en principe faire redémarrer le système. Ça fait disparaître d'une certaine manière l'incertitude que moi, banque A, j'avais vis-à-vis de la banque B. Comme je ne savais pas très bien ce qui allait se passer dans la banque B, je ne lui prêtais pas. Si derrière, j'ai l'assurance que l'État garantira ma créance, eh bien, je vais continuer à prêter à la banque B. Et la banque B va pouvoir retrouver son métier de banquier sans aucune difficulté. Une intervention salvatrice pour les banques, mais qui pourrait coûter cher à l'État. L'ajustement, ce sera à travers une augmentation de l'endettement des États sur le marché par émission d'obligations d'État. Ça a un coût, il ne faut pas s'en cacher, mais ne pensons pas que ça va se traduire dans l'immédiat par des augmentations d'impôts. Pour le président de la République, le contribuable pourrait même être gagnant si le plan d'action parvient à remettre sur pied le système financier. Emmanuel Kessler, est-ce qu'avec ce plan de sauvetage, l'Europe n'est pas en train de marquer des points sur le pilotage de son économie ? Oui, elle était au pied du mur, l'Europe, et elle s'est ressaisie. On peut dire que ce qui se passe depuis 24 heures marque un tournant. Ça avait mal commencé. Vous aviez vu les Irlandais, les Allemands, chacun jouait cavalier seul. Et à chaque fois qu'un pays prenait une initiative, quand il ne le fait pas avec les autres, ça se faisait au détriment d'autres pays, notamment sur les marchés bancaires. Alors, face à l'aggravation de la situation, la méthode choisie a été celle du pragmatisme. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de gouvernement intégré de l'Europe. Mais avec le marché unique, avec l'euro, avec des banques complètement interconnectées, tout le monde s'est bien rendu à l'évidence qu'on ne se sauverait pas les uns sans les autres, d'où une coordination, ce qu'on a appelé hier soir, après le sommet de l'Elysée, une boîte à outils commune. Et aujourd'hui, c'est le symbole. On a eu des annonces simultanées dans toutes les grandes capitales européennes, y compris avec la Grande-Bretagne. Gordon Brown, qui ne fait pas partie de la zone euro, est quand même apparu comme le grand ingénieur de ce plan européen. Ce n'est pas un gouvernement économique européen qui est apparu, mais une gouvernance. Donc pragmatisme, mais efficacité. C'est aussi un succès pour la présidence française. Il ne s'agit pas de crier un cocorico, il ne faut pas en exagérer les mérites, mais ça montre tout de même que quand un grand pays est aux commandes, ça aide à donner l'impulsion, l'élan. En janvier, par exemple, ce sont les Tchèques qui vont succéder à la France à la présidence de l'Union européenne. Les choses seront plus difficiles parce qu'ils sont réputés plus eurosceptiques, d'où d'ailleurs l'annonce, la création d'une cellule de gestion de crise qui va devoir piloter l'ensemble de l'application de ce plan sur le long terme. Parce que on peut dire qu'il y a eu effectivement un élan, mais est-ce que ça va suffire ? Ce n'est pas sûr parce que pour l'instant, il reste limité par l'absence d'évolution des institutions européennes. Merci Emmanuel Kessler. Vous avez raison, pas de cocorico, d'autant que celui qui a initié ce plan de sauvetage des banques, c'est Gordon Brown, qui avait donné le tempo dès la semaine dernière. Restons modestes. Avec nous, deux élus au Sénat, ici Nicole Bricq et Dominique Braille. Bonsoir, une rapide réaction sur effectivement l'Europe qui montre une esquisse de gouvernance économique. Nicole Bricq, ça vous satisfait ? Oui, dimanche, j'étais fière d'être européenne. Alors on aurait pu peut-être le faire plus tôt. Mais il y avait des problèmes politiques, on avait bien compris, avec l'Allemagne. Et il y avait aussi un problème technique important, c'est que les marchés, les bourses étaient, je pense que c'était le bon moment pour le faire, parce qu'elles étaient arrivées, ce qu'on appelle en termes techniques, le point de capitulation. C'est-à-dire le moment le plus bas, le plancher, qui faisait que la valeur immobilière de certaines entreprises était était supérieure à la valeur boursière, ce qui était la faillite des institutions. Donc je pense que c'était le bon moment. Donc bravo pour l'Europe, même si... Bravo pour Nicolas Sarkozy aussi, dites-le. Je pense qu'il faut le dire, tout à fait, il faut le dire. Il s'est beaucoup démené, il a pris l'initiative au bon moment au sein de l'Eurogroupe, et je pouvais aussi être fière d'être française. Cela étant,
sur le plan lui-même qu'a détaillé Mme Lagarde et M. Woerth, qui ont fait le service après-vente, j'ai pas mal d'interrogations dont nous débattrons. Et surtout, en ce qui concerne l'Europe, demain, nous avons ici même au Sénat, demain matin, et je serai l'oratrice de mon groupe, du groupe socialiste, nous avons un débat préparatoire au Conseil européen des 14 et 15, des 15 et 16 plutôt, octobre, et je développerai évidemment ce que l'Europe devrait faire, parce que ce n'est qu'un premier pas. Puisque vous dites que vous êtes en accord avec la politique que mène aujourd'hui Nicolas Sarkozy, est-ce que vous allez voter demain? Sur le plan, vous le voterez donc. Mais alors, le plan, non, attendez, là, le collectif budgétaire, je vais y revenir quand vous m'interrogerez. On en parle tout à l'heure, en tous les cas. Et puis, je signale que Jean-Pierre Bel, qui est votre président de groupe ici au Sénat, était à l'Élysée tout à l'heure. Il a dit que les socialistes prendront leurs responsabilités. Donc, on va en parler. Peut-être une esquisse d'union nationale. Demain sur Public Sénat. Dominique Braille, sur l'Europe, on reprendra le détail évidemment du plan dans un instant. Sur l'Europe, personnellement, je suis naturellement fier d'être français. Je suis fier et heureux effectivement d'entendre que tous les Européens et tous ceux qui aiment leur pays se retrouvent dans des situations aussi critiques que celles d'aujourd'hui. Et je dois reconnaître que ceux qui disaient, il n'y a pas plus tard que dimanche, que c'était le retour de l'État-nation pour sauver, manifestement, tout le monde reconnaît qu'on ne pourra s'en sortir que grâce à l'Europe. Et le fait qu'il y ait eu des petites dissensions au départ, dans une situation de crise aussi importante, ne me paraît pas totalement normal, ça me paraît même plutôt sain. Et que par contre, tout le monde se retrouve après dans l'intérêt des pays et dans l'intérêt de l'Europe, et bien cela prouve la responsabilité de tous les dirigeants des pays européens. Merci Dominique Braille, vous êtes également avec nous car vous êtes le rapporteur du projet de loi sur le logement, débattu à partir de demain au Sénat. Plus de logements, plus de propriétaires et moins d'habitat indigne, ce sont les objectifs d'un projet très contesté par ailleurs, projet de Madame Boutin. Oui, plus ce texte sera débattu à partir de demain au Sénat. L'un des points les plus contestés, c'est l'assouplissement de la loi SRU qui oblige les communes à prévoir un quota de 20% de logements sociaux. Plus d'explications avec Flora Sauvage. Avant même cette discussion au Sénat, le projet de loi du gouvernement suscite la colère de l'opposition. La commission des affaires économiques va présenter un amendement de suppression de l'article 17. Dans cet article, le gouvernement souhaitait assouplir l'obligation qui est faite aux communes de plus de 3500 habitants de faire 20% de logement social. Je suis contre la modification de l'article 55, d'une part parce que cet article 55 de la loi SRU est loin d'être appliqué dans toutes les communes. Il y a encore plein de communes qui ne respectent pas ces engagements, qui ne sont loin d'avoir atteint les 20% de logements sociaux. Et donc c'est pas le moment de détricoter la loi SRU et donc de dédouaner les maires qui ne la respectent pas. Pour les 25 associations réunies dans un collectif, le projet de loi du gouvernement constitue une régression par rapport aux droits acquis par la loi SRU. Dans l'article 17 de son projet de loi, le gouvernement souhaite inclure dans le mode de calcul des 20% de logements sociaux l'accession à la propriété, et ce pour une durée de 5 ans. L'accession à la propriété, c'est une bonne chose. L'accession très sociale, c'est aussi une bonne chose. Et nous, on n'est absolument pas opposés à l'accession sociale, mais c'est en plus du logement social, c'est à côté du logement social. Les plus modestes, ce qu'ils ont besoin, c'est du logement à loyer accessible. Le texte du gouvernement sera discuté à partir de demain au Sénat. La suppression de l'article 17 constitue un premier revers pour le gouvernement. Également dans l'actualité aujourd'hui, à Perpignan, 5 personnes ont été mises en garde à vue dans l'affaire de la fraude à la chaussette aux élections municipales de mars dernier. Le sénateur maire UMP Jean-Paul Alduy avait remporté cette élection, mais elle avait été annulée la semaine dernière. Les chirurgiens en grève, du moins pour les soins non urgents, ils protestent contre la création d'un nouveau secteur tarifaire qui limiterait leur dépassement d'honoraires. Et puis Nicolas Sarkozy assume pleinement sa décision d'autoriser Marina Petrella à rester en France. Oui, le président français indique qu'il a demandé lui-même à sa femme de porter la nouvelle à l'ex-brigade rouge, hospitalisée depuis fin juillet à l'hôpital Sainte-Anne. Et il affirme qu'il n'y a pas d'incompréhension en Italie. La suite du 18h, tout de suite, Marie-Laetitia avec nos invités, donc Nicole Bricq, Dominique Braille, François Chollet de Montségur Finance, Roland Cohen du Forum de l'investissement et Christian Chavagneux d'Alternatives économiques qui nous parlera du Nobel de l'économie, Paul Krugman. Le plan de sauvetage bancaire, donc décidé par l'Europe, a été décliné et adapté par chaque pays de la zone euro. Aujourd'hui, il est globalement salué, pas seulement par les politiques, mais également par les économistes. Je le rappelle, pour la France, le plan est doté de 360 milliards d'euros. Qu'en pensez-vous, François Chollet? Vous êtes directeur de Montségur Finance. Est-ce, selon vous, une mesure
encourageante pour le marché, d'ampleur, c'est cela, c'est sûr. Et on voit déjà des signes encourageants sur les marchés financiers. Tout à fait. Monsieur Paulson donc avait annoncé un plan de 700 milliards de dollars aux États-Unis pour faire face à la crise, et l'Europe a été capable de mobiliser au cours de ce week-end de manière concertée quasiment le double, puisqu'on est à 1500 milliards d'euros qui seront mobilisés pour faire face à ce risque systémique qui touche aujourd'hui le secteur financier, et l'on a pu craindre depuis quelques semaines maintenant que l'ensemble du secteur ne s'écroule comme un château de cartes. Les banques sont plus solides avec la caution de l'État, plus solides que jamais. Alors on a cumulé un certain nombre de choses malgré tout dans le week-end. À partir du moment où vous avez une caution de l'État sur le marché interbancaire, ça veut donc dire que le marché va pouvoir reprendre du souffle. Vous allez pouvoir retrouver du crédit à court moyen terme entre les banques, et ce crédit, en tout cas en termes de nominal, sera assuré par les gouvernements. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va retrouver de la liquidité tout simplement sur le marché interbancaire. Le deuxième point qui est assez important, c'est que il y a une enveloppe qui va être dédiée également aux recapitalisations. Et la première qui sera appliquée sera celle de Dexia, puisqu'elle était déjà prévue maintenant et elle avait été annoncée il y a quelques jours. Alors justement, Nicolas Sarkozy dit que ça ne coûtera rien. Est-ce que c'est possible ? Eh bien écoutez, lorsque l'État garantit une signature, ça ne veut pas dire que sa garantie va s'exercer. À partir du moment où l'État garantit, il ne viendra en face, et ça ne coûtera que lorsqu'il y aura un défaut sur cette signature. Et lorsque l'État devient actionnaire au travers d'augmentation de capital ou de renforcement de fonds propres auprès des banques, il ne faut pas oublier qu'en face de cet investissement, il y a des titres. Et que ces titres pourront être par la suite remis sur le marché dans de bonnes conditions. Mais concrètement, est-ce que le contribuable, au bout du compte, va devoir quand même payer ? Le contribuable aura peut-être à assumer lorsqu'il y aura des défaillances. Mais compte tenu de ce qui a été annoncé là, fort est à parier qu'on risque de ne plus avoir en tout cas de défaillances au niveau des sociétés bancaires et financières, que ce soit maintenant en France mais également en Europe. Quel est le conseil que vous donnez ce soir par exemple? Nicole Bricq parlait de la question des capitalisations boursières avec des sociétés qui ne valent plus rien. Est-ce qu'il faut effectivement investir aujourd'hui au plus bas? Le marché des actions est aussi aider à la reprise du marché? Le marché des actions a été gouverné par la peur depuis maintenant quelques semaines. On a eu des indices de volatilité, c'est-à-dire de variations très fortes à la hausse ou à la baisse pendant quelques séances, des niveaux jamais atteints. Et je crois donc que ce qui forme le prix des actions aujourd'hui, c'est 80% la panique et 20% de fondamental. J'espère en tout cas que ces mesures permettront aux opérateurs, avec un petit peu de temps, il faudra peut-être quelques jours pour cela, de reprendre un petit peu leurs esprits et de regarder de nouveau les fondamentaux des entreprises, et notamment de nos grandes entreprises qui sont en bonne santé. Roland Cohen, alors on a beaucoup parlé de la perte de confiance entre les banques qui ne veulent plus prêter d'argent, mais il faut quand même saluer la bonne résistance des épargnants qui, eux, n'ont jamais déserté la place. Non, je crois que les petits épargnants... Si, un peu quand même. Écoutez, si on regarde ce qui s'est passé depuis le début de l'année, on a quasiment 80 milliards d'euros qui sont sortis des marchés financiers en action. Oui, mais je pense que les petits épargnants français ont quand même relativement gardé la tête sur les épaules par rapport à certains hedge funds qui ont été obligés de... Parce que finalement, ceux qui mènent la barque, faut voir les choses. C'est les hedge funds, c'est les banquiers, c'est tous ceux qui ont perverti finalement l'économie saine dans laquelle nous étions. Finalement, si on réfléchit, l'économie financière en elle-même représente 50 fois plus que l'économie réelle en termes de transactions. Donc on est rentré dans un système un peu perverti, il faut voir les choses. J'ai beaucoup d'amis banquiers, j'ai beaucoup de clients banquiers. Ils ne m'en voudront pas de voir... Ils en ont beaucoup perdu. Voilà, mais en fait, qu'est-ce qui se passe si on est fier d'être européen, et je suis fier aussi d'être européen puisqu'on a su trouver des mesures qui visiblement vont freiner, vont enrayer les problèmes. Mais j'aurais été encore plus fier d'être européen si l'Europe avait, d'une certaine manière, réfléchi un petit peu avant que tous ces problèmes surgissent, parce que c'est facile, je veux dire, c'est comme au moment de la vache folle, on va tuer des centaines de troupeaux de vaches, et puis finalement, à la longue, ça va enrayer la crise. Mais est-ce qu'on n'aurait pas été plus intelligent, justement, en prévoyant les choses et en prenant les bonnes méthodes, en ne donnant pas n'importe quoi à manger aux vaches? C'est pareil, en matière d'économie, on aurait dû réfléchir, en tant qu'Européens, à une certaine perversion du système. On aurait dû peut-être non pas tout réguler, mais mieux réguler, et d'une certaine manière canaliser les banquiers pour qu'ils fassent mieux leur métier de banquier, puisqu'il faut voir les choses. Les banquiers, depuis quelque temps, se sont transformés en traders, voire même en casinos. Alors, comment tirer les leçons de la crise? Et surtout, si demain ça va mieux, est-ce qu'on va vraiment tirer les leçons de cette crise? Ceux qui vont tirer les leçons amères de la crise, parce que finalement, il y a une purge qu'on va purger. Finalement, on est en train de dire qu'on va réinjecter de l'argent, qu'on va réinjecter des liquidités, qu'on va aider les banques, etc. Ceux qui vont tirer la leçon amère, c'est finalement nous tous, enfin c'est les contribuables, parce que d'une certaine manière, c'est quand même les contribuables qui vont
indirectement apporter leur obol, et puis également, d'une certaine manière aussi, tous les actionnaires des banques, puisque finalement les banques vont faire moins de profits, voire même des pertes. Donc finalement, ce sont les petits actionnaires des banques qui vont finalement pâtir d'une certaine manière de cette crise, qui, il faut bien le voir, a quand même profité à certains bien avant. Encore un mot, François Chollet. Est-ce que vous pensez effectivement que le système sera réformé? Est-ce qu'on ira vers un capitalisme régulé? Nicolas Sarkozy a encore rappelé que c'était effectivement la prochaine étape. Effectivement, on peut le souhaiter. Oui. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire concrètement, vous? Écoutez, les effets de levier qui ont été proposés sur l'ensemble des produits, que ce soit les actions, mais également les matières premières, que ce soit également les produits de taux, et tous ces systèmes extrêmement complexes qui empêchent aujourd'hui au bon sens de faire valoir ses droits lorsqu'on regarde l'engagement et le risque qui existe dans le secteur bancaire. Clairement, il est clair qu'il faut enlever ces effets de levier et en tout cas ne plus permettre, comme cela a été le cas, à des entreprises, alors qu'on leur prête 10, et à des banques, lorsqu'on leur prête 10, de jouer 100, voire 1000. Avec nous en ligne, Jean-François Roubaud, le responsable de la CGPME. Bonsoir, monsieur Roubaud. Bonsoir. Alors après les mesures déjà annoncées en faveur des PME la semaine dernière pour permettre le financement, aujourd'hui donc ce plan d'envergure pour sauver le système bancaire, votre réaction ce soir, est-ce que vous estimez que les affaires peuvent repartir d'un bon pied? Écoutez, je le souhaite, comme tous nos concitoyens. Je crois qu'il était urgent de débloquer les prêts entre les banques pour refluidifier ces financements. Et je crois que ça a été fait. Et, je crois que le président de la République et l'ensemble des pays ont fait la même annonce en même temps. Il y a un effet extrêmement fort. Si j'en regarde le cours de la bourse, on peut être que très positif. Je crois que ça va rassurer quand même nos chefs d'entreprise, y compris des très petites et PME, qui étaient inquiets, bien entendu, devant le resserrement des crédits. J'avais ce matin une conférence de presse où des entreprises sont venues me dire c'est plus difficile, etc. Donc sans critiquer ou sans vouloir vraiment critiquer trop fort les banques, on se rend bien compte qu'il y avait des blocages et des ralentissements très importants. Donc j'espère que les annonces qui ont été faites vont permettre de débloquer tout cela et que les moyens qui sont mis en place par le gouvernement ira vraiment directement dans nos entreprises, les petites et les moyennes bien sûr, qui elles subissent de plein fouet une crise qui commence maintenant. Vous voulez nous dire ce soir que le pire est derrière nous? La formule, on l'entend beaucoup, c'est un peu risqué, je sais. Non, je peux pas dire ça. Je ne sais pas si le pire est derrière nous. Ce que je peux vous dire, c'est que les mesures qui ont été prises sont des mesures qui étaient nécessaires dans un moment de crise et qu'elles ont toutes les chances de réussir. Maintenant, le pire derrière nous, je le souhaite bien sûr comme tout le monde, mais je n'ai pas de certitude parce que c'est tout l'équilibre du monde qui est en jeu. Donc. Et l'équilibre des finances publiques, notamment. On en parlait avec M. Cohen il y a un instant, Nicole Bricq. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, que le plan serait sans coût pour le contribuable et sans effet aggravant pour les déficits, a renchéri le ministre du Budget. Est-ce qu'on en est sûr? Alors, après les félicitations aux mesures d'urgence, les critiques. Moi, j'en ai 3. J'ai bien écouté le service après-vente de Mme Lagarde et de M. Woerth. Sur l'impact budgétaire, je ne crois pas qu'il n'y en ait pas. Ce n'est pas possible. Je reprends exemple sur ce qui se passe en Allemagne. Madame Merkel a annoncé, en même temps qu'elle annonçait son plan de 480 milliards, donc 400 pour la garantie accordée aux banques, elle a annoncé une mise en réserve immédiate, au cas où, de 5% du montant des 400 milliards, c'est-à-dire 20 milliards. Je n'ai pas entendu cela de la part des ministres. Il me paraît difficile d'échapper à cette mise en réserve immédiate qui va impacter les finances 2008. J'ai bien entendu le ministre, parce que c'est la deuxième critique, c'est les conséquences de la crise financière sur l'économie réelle. Déjà, nous avons des mauvais chiffres du chômage. Nous savons que nos fondamentaux ne sont pas bons. Nous savons, et la Commission européenne a révisé les prévisions de croissance pour 2009. Donc, nous savons que la baisse des recettes, l'augmentation de la charge, et notamment de la charge de la dette, met nos finances en difficulté. Et je ne vois pas comment nous ne pourrons pas avoir, bien au-delà des mesures annoncées par Mme Lagarde la dernière fois, des engagements concernant le soutien à l'économie réelle. Parce que là, nous allons souffrir, très très clairement. Et quand je veux, c'est quand même important ça, parce que c'est les gens ça. Et ça amène ma critique sur les contreparties qui sont demandées aux banques concernant l'accès aux deux sociétés, l'une pour la garantie des fonds propres, l'autre pour la recapitalisation. Nicolas Sarkozy a dit qu'il y aurait des contreparties, mais et même que ce serait payant pour les banques. Je n'ai pas entendu Mme Lagarde concernant notamment ce qu'a annoncé le président, l'éthique, à savoir
les contreparties des banques et des établissements d'assurance et financiers. Que c'est trop flou sur les non, elle s'en remet à un code de bonne conduite. Moi, je ne suis pas d'accord. Il faut des dispositions législatives, soit au niveau européen, soit au niveau national. Je rappelle que la Hollande, dès septembre 2008, a pris une législation qui a été votée par le Parlement néerlandais sur les parachutes dorés, les bonus, etc. Donc ça me paraît le manque. Et le deuxième manque, c'est les contreparties en termes de prêts, de crédits aux ménages et aux entreprises. Et là, le compte n'y est pas en termes de contrepartie dans la convention qui sera proposée aux établissements qui viendront se financer auprès des sociétés mises en place par le gouvernement. Est-ce qu'au bout du compte, Dominique Braille, l'endettement qui va se creuser ne va pas conduire à une véritable politique de rigueur dans les mois et les années qui viennent? D'austérité, dit Nicole Bricq. Bon, je tiens à rappeler quand même que le président de la République, même avant qu'il soit président et lorsqu'il était seulement candidat, a dénoncé à plusieurs reprises le capitalisme fou et le monde dans lequel on était. Donc c'est une première chose. Comme l'a rappelé Nicole Bricq, de toute façon, il y aura des conséquences sur l'économie. C'est une évidence. Et dire si c'est le contribuable ou, l'usager, le consommateur ou le petit actionnaire qui en sera effectivement, qui subira les conséquences, il est bien évident qu'en tout cas, ce seront à terme les Français. Les Français. Christian Chavagneux nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Alternatives économiques. Vous êtes là car vous avez rencontré l'homme qui a reçu aujourd'hui le Nobel de l'économie, Paul Krugman. Qui s'est d'ailleurs déclaré aujourd'hui terrifié par la crise financière, même si pour lui quand même ça se présente mieux qu'il y a 5 jours. Alors c'est un prof à Princeton, on va pas tellement évoquer ses travaux économiques, enfin vous avez apporté son livre Geography and Trade, c'est un spécialiste. C'est tout petit ouvrage, pour avoir un prix Nobel, il faut pas faire grand chose en économie. Ah oui, C'est pas un libéral. C'est pas un libéral, mais justement c'est pour ça que notre ami est là, pour nous parler de Paul Krugman, qui est moins connu quand même du grand public pour ses travaux économiques que pour ses tribunes virulentes 2 fois par semaine dans le New York Times. Tout à fait. Oui, il a appris. Il vient de sortir d'ailleurs un petit livre en français qui reprend l'ensemble de ses critiques et qu'il a développé dans un livre qui est sorti à la fin de l'année dernière. Et notamment, il dit que la forte montée des inégalités aux États-Unis est due à la politique fiscale, la politique fiscale de George Bush qui a privilégié les personnes les plus aisées, et aussi au fait qu'il s'est beaucoup attaqué aux syndicats. Vous pensez que son implication politique l'a aidé justement à remporter Je pense que la Banque de Suède, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel en économie, contrairement à ce que vous avez dit, il y a un prix de la Banque de Suède qui existe que depuis 69 et qui est donné à des économistes pour faire croire que c'est des scientifiques comme les autres, comme les vrais scientifiques, les physiciens, tout ça. Et donc Paul Krugman, de fait, a reçu un message politique extrêmement positif. L'année dernière, où il y a quelques années, on avait remercié des économistes qui nous disaient que la finance d'aujourd'hui, telle qu'elle fonctionne aujourd'hui avec sa crise, c'était très bien, que ces économistes qui avaient réfléchi à cette finance libéralisée devait être récompensé. Aujourd'hui, la Banque de Suède se dit que peut-être il fallait aller dans l'autre sens, du côté du pendule, et donc elle a récompensé un économiste extrêmement critique face à George Bush et qui a changé d'avis face à la libéralisation de l'économie. Dans les années 90, il disait ouvrons donc les frontières et tout ira bien, et il y a quelques mois, il a fait stupeur, puisqu'il a publié un petit papier disant je me suis trompé. Les chiffres ont changé. Aujourd'hui, il faut moins de libéralisation économique. Quand on lit Paul Krugman, est-ce qu'on est amené à penser que l'administration Bush est responsable de la crise? On est amené à penser que certains membres de l'administration Bush et surtout des économistes extrêmement proches de John McCain aujourd'hui sont responsables de la crise. Paul Krugman a sorti il y a quelques 2 mois, 3 mois une photo des amis de George Bush avec un tas de documents censés être la régulation financière avec une tronçonneuse. Et les gens ont souri disant voilà ce qu'on va faire de la régulation financière. Et ils ont coupé devant les télévisions à la tronçonneuse de la régulation financière. Donc bien sûr, George Bush et son équipe surtout sont responsables en partie de la crise. En tous les cas, son dernier édito était consacré à Gordon Brown. Il a rendu hommage au Premier ministre britannique. En se demandant si c'était pas lui qui avait sauvé le système financier mondial. Tout à fait. Voilà. Il a une paternité. Il a une paternité. Il a une paternité. Dans le sauvetage. Il a une paternité dans le sauvetage, voilà. Je suis fier que ce soit un travailliste qui l'est. Ah, vous êtes fier alors, à la fois pour votre pays, pour la Grande-Bretagne et pour l'Europe, ce soir, Nicole Bricq. Dominique Braille, il nous reste quelques minutes pour parler d'un grand sujet de préoccupation des Français. Il y en a beaucoup, mais là, on va parler du logement. Demain vient en débat au Sénat la loi, présentée donc par Christine Boutin. Et j'ai senti comme un scepticisme de votre part sur la portée de ce texte et même sur son opportunité.
Non, je pense effectivement que le texte est le bienvenu dans les circonstances actuelles. N'oublions pas que le texte a été écrit il y a plusieurs mois, à un moment où on n'en était pas encore aujourd'hui à la crise économique et financière que nous connaissons. Donc la donne a changé et la donne change tous les jours. On était dans une crise immobilière, donc c'est pas une loi qui manifestement va solutionner le problème du logement en France. Par contre, ça peut améliorer considérablement les comportements des uns et des autres par rapport à la dynamique de construction de logements. Et d'ailleurs, le titre de la loi le porte en lui-même, puisque c'est la mobilisation de tous les acteurs, que ce soit les bailleurs sociaux, que ce soit le 1% logement, dont on va revenir sur la gouvernance, etc., ou que ce soit les collectivités territoriales. Tout le monde doit s'y mettre, et naturellement, il y a une volonté d'optimiser les moyens en faveur du logement et de supprimer un grand nombre de freins comme notre pays a l'habitude d'en mettre. Nicolas Sarkozy a dit qu'il voulait une France de propriétaires. Quand on voit ce qui s'est passé aux États-Unis, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Alors, une France, ça dépend ce que l'on veut faire. Nous sommes 58% effectivement de propriétaires en France, de propriétaires occupants. Donc, il me faut, me semble-t-il, augmenter au maximum les possibilités des gens qui ont la capacité d'être propriétaires de logement. Pour 3 raisons. Premièrement, parce que ça correspond à une aspiration très forte des Français. Deuxièmement, quand on injecte de l'argent public, il faut savoir qu'on injecte une somme donnée, on peut aider 3 personnes à devenir propriétaires, quand on est dans les couches à la limite, alors pour un logement social. Et troisièmement, quand on voit effectivement 2 retraités à égalité de revenus et quand on voit leur niveau de vie, quand l'un est propriétaire et l'autre est locataire, on sait que c'est la meilleure protection quant au pouvoir d'achat au moment de la retraite. Donc pour cela, il faut au maximum mettre en place tous les systèmes qui peuvent favoriser l'accession à la propriété. Ce qui ne veut pas dire, malheureusement, que tous nos concitoyens aient la capacité contributive et les moyens pour devenir propriétaires. Et pour entretenir ensuite. Hein, et pour entretenir. Et c'est pourquoi, si vous voulez, vous parliez tout à l'heure de l'article 55, je crois qu'il faut vraiment séparer le logement locatif social de l'accession à la propriété. Ce projet de loi comporte des dispositifs excessivement forts en direction, je veux dire, de favoriser l'accession à la propriété. Il doit aussi avoir des dispositions fortes pour permettre à nos 60% de Français demain de pouvoir loger dans le logement locatif social. Donc voilà, vous avez beaucoup d'idées. Il y a plus de 100 amendements sénatoriaux sur ce texte. Il y a quand même un hiatus. On comprend que c'est la priorité, le logement, mais pourtant son budget recule de 6%. Alors, il y a une mobilisation. Vous avez compris qu'on est dans un contexte relativement contraint du point de vue budgétaire. Donc, il s'agit d'optimiser tous les financements. C'est-à-dire, si on prend le budget du logement avec les crédits extra-budgétaires qui ont été rapportés, il y a une augmentation, effectivement, des financements pour le logement. Mais là aussi, il faut absolument que tous les moyens, soient optimisés en termes de mise à disposition, de nouveaux logements pour les Français. Je rappellerai aussi qu'il n'y a pas que la construction de logements neufs. Il y a la remise sur le marché d'un certain nombre de logements, soit dans les quartiers anciens dégradés, soit de logements insalubres, soit de logements vacants. Le projet de loi prévoit tous ces dispositifs. Nicole Bricq, je vous vois sourire, je vous sens moins tenté de voter la loi Boutin que le plan de sauvetage des banques. Je pense que, Monsieur Braille, vous n'êtes pas étonné, nous n'allons pas du tout être d'accord sur ce projet de loi, vous le savez. Nous voterons bien évidemment contre, parce que je pense qu'il a été écrit, non pas par Madame Boutin, mais par Monsieur Woerth, ministre de l'économie, du budget, en période de disette budgétaire. Toutes les économies sont bonnes. Et là, les cibles qui sont visées, le mouvement HLM, la trésorerie, ce que Bercy appelle la trésorerie dormante, entre guillemets, et le 1%, en fait, il s'agit d'un rapt pour abonder des finances publiques très très mal en point. Et donc, rien que pour ça, ça suffira que pour notre vote contre. Tout le monde reconnaît, puisque Nicole Bricq parle du 1% logement, les acteurs eux-mêmes de 1% reconnaissent qu'il y avait de l'ordre à remettre dans la gouvernance et dans l'emploi des fonds. C'est ce que Nicolas Sarkozy s'attaque, effectivement, le projet de loi s'attaque de façon excessivement ambitieuse. Et la deuxième chose, vous l'avez dit, je regrette qu'avant de la discussion, vous disiez que vous allez voter contre un projet de loi. À quoi sert donc la discussion parlementaire? Allez, ça commencera demain, vous aurez l'occasion de vous confronter directement une dernière minute. Pour une brève, voilà une nouvelle qui vient de tomber à l'AFP. L'acteur Guillaume Depardieu est décédé aujourd'hui à l'âge de 37 ans.
des suites d'une pneumonie foudroyante. Voilà, on se souvient qu'il avait dû être amputé. Il avait déjà subi une infection dramatique à l'hôpital et aujourd'hui, cet acteur qui est âgé de 37 ans est donc décédé. Un tragique destin du fils de Gérard Depardieu. Tout de suite sur Public Sénat, Parlons Blog, puis Face à Face avec Jean-Marie Colombani qui reçoit notamment ce soir François Hollande. Et puis je vous rappelle que vous retrouvez toutes nos émissions en vidéo disponibles sur notre site internet publicsénat.fr. Bonsoir, à demain Marie-Laetitia. À demain Michel. Quel avenir pour les victimes de la guérilla colombienne, les otages, mais aussi les déplacés? Un mois après la libération d'Ingrid Betancourt, 4 sénateurs se sont rendus sur place pour rencontrer les représentants du gouvernement, les familles des victimes et les ONG. On a un devoir de témoigner et d'essayer de bousculer les choses. Betancourt libre et après, un documentaire exceptionnel de Julien Magne sur Public Sénat.